Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette grande édition. Et tout de suite, voici les grands titres. Les membres du Parlement rwandais participent depuis ce matin à une formation dans le but de renforcer leurs connaissances sur le principe de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. La Haute Cour militaire a rejeté les arguments du sergent Minani Gervais, ce militaire qui avait tiré sur des civils à Nyamasheke et qui avait justifié son acte en indiquant être atteint des troubles mentaux. Bienvenue. Les membres du Parlement rwandais participent depuis ce matin à une formation dans le but de renforcer leurs connaissances sur le principe de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Cette formation va leur permettre aussi de pouvoir mettre en œuvre le second volet de la deuxième stratégie nationale de développement accéléré NST2. Les objectifs de cette formation organisée par ONU Femmes comprennent le renforcement des capacités à aborder l'égalité des sexes dans le travail parlementaire et la promotion de la collaboration entre les parties prenantes dans l'agenda du pays, mais aussi d'accroître les connaissances des parlementaires sur la promotion de l'égalité des sexes dans le pays, dans la région et le monde en général. Les parlementaires souhaitent également améliorer leur capacité d'analyse à intégrer la dimension de genre dans la planification, la budgétisation et l'analyse. Dans ce mot de circonstance, à l'occasion du lancement de cette formation, Madame Titikele Tadele Alemu, spécialiste de la gestion des programmes au sein d'ONU Femmes au Rwanda, a salué des efforts déployés par le gouvernement rwandais en matière de développement des femmes au cours des 20 dernières années de collaboration avec ONU Femmes. Elle a indiqué que ces efforts ont donné des fruits grâce à la réduction sensible des inégalités entre les sexes dans le pays. Le Rwanda étant cité un exemple comme modèle, comme un parlement ayant une majorité des membres de sexe féminin. La Haute Cour militaire a rejeté les arguments du sergent. Nous allons y revenir tout à l'heure. Mais d'abord, le ministère de la Santé annonce qu'il va rénover 10 hôpitaux en état de délabrement qui sont un peu partout dans le pays. Il s'agit des hôpitaux qui ne fournissent plus les services à jour adaptés aux besoins actuels du pays pour la population. Les détails avec Kassim Youssouf. Le sergent Minani Gervais des forces rwandaises de défense avait expliqué lors de la précédente audience que son acte criminel était causé par des troubles mentaux. L'accusé avait choisi de se défendre seul alors que son avocat avait décidé de se retirer du procès. L'accusé avait expliqué que ces actes ont été motivés par la colère causée par les abus et les insultes de ses victimes et que son acte malheureux n'était pas volontaire. Il a indiqué avoir plaidé coupable et demandé pardon. Il a ajouté qu'il y a quelques-uns de ses témoins que le tribunal avait ignorés. L'accusation explique que jusqu'à présent, l'accusé n'a pas encore admis sans équivoque qu'il regrette ce qu'il a fait et qu'il a planifié pendant 4 heures parce qu'il a quitté l'endroit où il dit avoir été violenté et est allé chercher une arme et a tiré sur des civils qui n'étaient pas là lors de son altercation avec ceux qu'il accuse de l'avoir violenté. À cela s'ajoute le fait que ce soldat a également tiré plusieurs coups de feu sur les camps où il était stationné. Heureusement, aucun soldat n'a été touché. Il a jeté son arme et son uniforme militaire. Raison pour laquelle la Cour a estimé que la peine d'emprisonnement à perpétuité devait être maintenue, car il n'y a pas de circonstances atténuantes qui permettraient de réduire la peine du sergent Minani Gervais. La Cour militaire a décidé que le jugement sur cet appel sera rendu ce vendredi à 5 heures du matin. Là, le reportage de Patrick Nilidandi avec la Haute Cour militaire qui a rejeté les arguments du sergent Minani Gervais. Le ministère de la Santé annonce qu'il va rénover 10 hôpitaux en état de délabrement qui sont un peu partout dans le pays. Il s'agit des hôpitaux qui ne fournissent plus les services à jour adaptés aux besoins actuels du pays pour la population. Les détails avec Kassim Youssouf. L'hôpital de Remera Rukoma dans le district de Kamonyi est parmi les 10 hôpitaux les plus anciens du pays construits en 1927 sous le règne du roi Yuhi IV Musinga.
Cet hôpital accueille des patients venant de 14 centres de santé des 12 secteurs du district de Kamoni. Cependant, les patients ne sont pas satisfaits des services qu'ils reçoivent. Ce qui est évident, c'est qu'il n'est plus au niveau du développement actuel du pays du point de vue des bâtiments et on voit qu'il est dans un état de délabrement et qu'il faut une rénovation. L'octroi de services ici n'est pas du tout de bonne qualité. Je suis venu un jour très tôt le matin vers 6 heures et j'ai été le 100e patient à être reçu par le médecin. Vous comprenez que celui qui vient à 10 heures et prend le numéro des 100, c'est là un problème grave. Pour avoir du bon service, il faut donc agrandir l'hôpital et les conséquences pour le patient s'il arrive dans un état critique. Vous comprenez que s'il passe toute la journée jusqu'au soir sans qu'il n'obtienne pas de service, il rentre en se lamentant, disant que le service est médiocre. Ceux qui ont de l'argent se rendent au CHUK, à l'hôpital Roi Faisal, où le service de maternité est de bonne qualité, où le traitement est bon, un endroit où ils se sentent épanouis, là où on peut avoir une chambre individuelle et s'épanouir, chose qu'on ne peut pas trouver ici. Les patients sont nombreux, mais les bâtiments peu nombreux. Parfois, les patients se partagent le lit et dorment en position 6-9. Ce ne sont pas seulement les patients qui sont affectés par l'état vétuste de l'hôpital, mais aussi les employés. Les employés de cet hôpital vont chaque fois chercher du travail ailleurs parce qu'ils ne trouvent pas qu'ils sont dans une situation favorisant l'octroi de services de bonne qualité. Nous avions par exemple des médecins spécialistes, notamment un gynécologue et un interniste. Ils sont partis parce qu'ils trouvaient que l'hôpital ne correspond pas à leurs attentes en ce qui concerne le matériel sanitaire, l'exiguïté des bâtiments, alors que les patients sont nombreux. Cela fait que les gens partent souvent. Le directeur de l'hôpital de Remera Rukoma, Dr Jaribou Théogène, indique que certains services ne peuvent pas être fournis correctement en raison de la petite taille des bâtiments et du grand nombre de patients. Il y a beaucoup de patients qui sont traités à l'hôpital. Nous avons un petit service de chirurgie très vétuste, beaucoup de personnes adultes prises en charge, une maternité très petite et très vétuste, ne correspondant pas au développement actuel du pays, et parfois on ne sait pas où installer les femmes pour le service de maternité. À la nanotologie, on n'a pas où alité les patients. Nous avons certes une bonne place de pédiatrie très petite, mais ceux qui sont avec les enfants font face à un sérieux problème parce qu'ils n'ont pas où s'installer. Le ministre de la Santé, Dr Sabin Sanzimana, indique que 10 hôpitaux en état de délabrement un peu partout dans le pays, dont celui de Remera Rukoma, ont été répertoriés et vont être rénovés. Nyagatare en passant par Kiziguro et puis l'hôpital de Rwamagana qui est très vétuste, et dans les autres provinces, notamment l'hôpital de Remera Rukoma et au nord du pays, les travaux de rénovation de l'hôpital de Ruhengeri sont en cours. On peut voir toute la liste, mais l'objectif est la rénovation de tous les hôpitaux en situation de délabrement. L'amélioration des services de santé pour la population est l'un des objectifs que le Rwanda s'est fixé de telle manière que dans les réalisations atteintes dans le cadre des stratégies nationales de transformation NST1, il y avait la construction de cet hôpital moderne dans le pays avec l'objectif de réaliser cet engagement de manière satisfaisante dans les 5 prochaines années. La police nationale du Rwanda souligne que son partenariat avec les citoyens à travers le programme de police communautaire au cours des 10 dernières années a joué un rôle important dans la réduction de la criminalité. Le récit de Patrick Nilidandi. Ce succès est principalement attribué au partage opportun des informations qui aident à prévenir les crimes avant qu'ils ne se produisent.
Parmi ceux qui collaborent étroitement avec la police, on compte plus de 1,7 million de jeunes volontaires à travers le pays qui participent activement aux efforts de prévention de la criminalité et veillent à la sécurité publique. En district de Rusizi, ces jeunes volontaires aident à guider les piétons et à les éduquer sur l'utilisation appropriée de la route pendant la journée. Dans la ville de Kamembe, où il y a une forte circulation des personnes, leurs efforts contribuent à prévenir les accidents de la route causés par l'utilisation partagée des routes par les piétons et divers véhicules. Pendant la nuit, ces jeunes volontaires de Rusizi s'associent aux patrouilles et autres agences de sécurité pour surveiller dans des zones où des crimes et d'autres activités pourraient se produire et perturber ainsi l'ordre public. Il s'agit des jeunes hommes et femmes, dont Anura Nyirasabimana. Au début, tout le monde pensait que les rondes nocturnes devraient être effectuées par des personnes âgées. Mais depuis que nous nous sommes lancés dans cette activité, les mentalités ont évolué. Nous pensons que cette contribution est importante car nous sommes l'avenir de ce pays. Toutes ces activités liées à la sécurité sont menées en collaboration avec la police nationale du Rwanda et d'autres agents de sécurité. Chaque entité contribue ainsi en fonction de ses capacités et de son mandat. Depuis plus de 10 ans, la police nationale du Rwanda travaille avec la population pour lutter contre la criminalité et la prévenir. Il s'agit d'un programme appelé Community Policing. L'officier Rutikanga Boniface, porte-parole de la police nationale rwandaise, affirme qu'il travail avec ces jeunes volontaires a conduit à une réduction de la criminalité. Ils complètent notre activité en permettant que les lois soient respectées. Ils collaborent avec nous en partageant des informations sur des questions sécuritaires. Leur travail est d'une grande contribution pour nous. L'exemple le plus parlant est dernièrement lors des fêtes de fin d'année. Ils étaient dans les gares routières pour nous aider à gérer et guider les masses de personnes qui quittaient Kigali pour se rendre dans leur famille à l'intérieur du pays. Les citoyens reconnaissent que le partenariat entre la police et les jeunes volontaires a donné des résultats tangibles. La police nationale travaille avec les communautés pour combattre et prévenir la criminalité depuis plus d'une décennie, dans le cas de l'initiative de la police communautaire. Outre leur rôle dans la lutte et la prévention de la criminalité, le maire adjoint du district de Rusizi, Abimana Alfred, souligne que les jeunes volontaires collaborent également avec les autorités locales dans les activités favorisant le développement de la population. Les jeunes volontaires ont des actions louables. Par exemple, chaque groupe construit au moins une maison chaque année dans chaque secteur. Ils font des travaux communautaires chaque semaine, en réhabilitant les maisons, en construisant des toilettes publiques. En bref, ils ont une grande contribution au développement du pays. Le Rwanda compte actuellement plus de 2,8 millions de jeunes volontaires, dont environ 1,7 million soutiennent activement la police dans ses efforts de prévention de la criminalité. La police souhaite augmenter ces nombres car la sécurité est considérée comme le fondement du développement du pays. Le mouvement du M23 a annoncé hier mercredi la nomination de Bahati Musanga Joseph au poste de gouverneur de la province du Nord Kivu, dont Goma est le chef-lieu. Il a aussi annoncé Manzi Ngarambe Willy et Amani Bahati Shadrach, respectivement vice-gouverneurs en charge des questions politiques, administratives et juridiques et vice-gouverneurs en charge des questions économiques, financières et de développement. Au bout du fil, nous sommes joints de Maître Tite Gatabazi. Il est juriste, analyste politique de la région des Grands Lacs. Bienvenue, Maître. Merci beaucoup.
Alors, que sait-on exactement de ces personnalités? Bahati, le nouveau gouverneur, c'est un haut cadre du M23, c'est un militaire aguerri. Il a fait beaucoup le département de la mobilisation et il est très connu pour être bon négociateur. Manzi, il vient du Canada. C'est un réfugié congolais et donc il était en charge de la diaspora. Et son collègue vice-gouverneur Shadraki, il était député provincial et donc c'est un homme de terrain. Voilà. Oui, alors cette annonce, aujourd'hui, comment a-t-elle été accueillie, je dirais, dans la ville de Goma exactement? Goma, depuis la prise de Goma, on a senti que la population était soulagée. Si vous lisez le journal Igué, j'ai même fait un papier pour dire qu'il y a un acte, pour une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo et même ailleurs, des gens qui avaient dévalisé un magasin pendant le pillage sont venus rendre le produit de leur pillage de leur propre initiative parce que l'AFC M23 venait de prendre la ville de Goma. Ça montre qu'on peut partir du sentiment de violeur, de bandit, de délinquant vers la bonne citoyenneté. Oui. Alors, oui, maître, cette annonce ne serait-elle pas, je dirais, perçue comme une provocation par le gouvernement congolais qui ne reconnaît pas l'autorité de M23? Je crois que l'AFC 23, ce n'est pas une grande surprise. Hein. Dans Rutshuru, ils ont installé des autorités de base, ils ont une police de proximité. Dans Massissi, ils ont fait la même chose. Donc, ils arrivent à Goma où il y a vacance de pouvoir. Le gouverneur militaire, le général Chirimwami, est tombé sur le front. Les autorités politiques, militaires et civiles ont pris le large, ils sont partis vers Bukavu et donc il y a vacance de pouvoir. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point très important, c'est que partout où ils arrivent, ils instaurent leur propre autorité. Ils ont l'autorité sécuritaire, ils doivent aussi avoir l'autorité politique et civile. Je pense que ça rentre dans l'ordre des choses parce qu'ils administrent les territoires qu'ils ont depuis un certain temps. Et donc pour Goma, les services de l'État doivent continuer au nom du principe de continuité de l'État. Quant à la reconnaissance de Kinshasa, elle n'a pas d'importance en l'état actuel des choses. Oui. Alors, en parlant toujours de la situation de la RDC, le président malawite Lazarus Chakwera a déjà institué les forces de défense du Malawi de lancer les préparatifs en vue du retrait de ses troupes. Que sait-on de cette annonce? Est-ce par rapport aux morts des Malawites, déjà en dénombre 3 soldats malawites, est-ce une réaction ou bien il y a autre chose? Je pense que le président du Malawi prend acte du fait que les FARDC, les FDLR, les Wazalendo, les mercenaires, on les a vus partir. Il n'y a plus de coalition pour combattre. Et donc, étant défait militairement par l'AFC M23, les forces de la SADC n'ont plus de raison de rester dans la ville de Goma et ses environs. Ils ont quitté le campement de Mubambiro pour se mettre à l'aéroport de Goma. Les militaires sud-africains ont haussé le drapeau blanc pour dire « nous arrêtons de combattre ». Et donc le Malawi prend acte qu'il n'y a plus objectivement des raisons de rester à Goma et ses environs. Et il prend le premier pas pour dire
comme ils n'ont plus rien à faire là-bas, il vaut mieux qu'ils rentrent au pays. Et je crois que c'est une décision sage parce qu'ils risquent de prendre une balle au passage des Ouazalendo qui sont encore drogués et qui gardent des armes dans quelques maisons d'Agoma, oui. Oui, alors, Maître, finalement, à quoi s'attendre dans les prochains jours à Goma et dans cette région déjà qui a déjà un contexte régional qui est tendu? L'AFC M23 vient de faire un meeting très populaire au stade de l'unité de Goma. Il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Donc, cette marée humaine indique l'adhésion de la population à l'AFC M23. Je crois que si je ne m'abuse, nous attendons un sommet entre East African Community et la SADC sur la problématique de l'insécurité et l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo. Et j'ai vu, comme vous et d'autres, la recommandation d'un sénateur très influent américain qui insiste pour que cette fois-ci, le président Tshisekedi agisse en homme responsable et que le sommet, c'est probablement une chance à saisir. La région veut bien aider le Congo à analyser les causes profondes de la crise qui date déjà de 3 décennies, mais si le Congo manifeste encore et toujours sa mauvaise foi et le manque de volonté politique, ça n'ira pas très loin. Merci en tout cas pour cet éclairage, Maître. C'est moi qui vous remercie. Oui, je rappelle que vous êtes juriste et analyste politique de la région des Grands Lacs. Merci en tout cas pour merci à vous. Bonne journée, merci. L'inspection nationale de la concurrence et de la protection des consommateurs du Rwanda, en collaboration avec la société de production et de distribution d'énergie et la police nationale rwandaise, a présenté 7 individus soupçonnés d'être impliqués dans le vol et le commerce illégal de divers équipements électriques d'une valeur de plus de 150 millions de francs rwandais. Le récit de Patrick Nilidandi. Les 7 individus présentés sont des commerçants, dont certains du marché des Enia en district de Kichukiro, d'autres de Gakiriro à Gisozi et un avait un shop en district de Rulindo. Ces suspects ciblent les boîtes de distribution, l'huile des transformateurs et les fils de cuivre utilisés pour la distribution d'électricité. La société de production et de distribution d'énergie, REG en sigle en anglais, exprime sa vive inquiétude face à ces vols visant les infrastructures et les équipements électriques, comme le souligne Geoffrey Zawadi, directeur du REG. Igihugu cyacu murabizi ko kihaye intego yo kugeza abanyarwanda kubagezaho abanyarwanda bose. Les plus touchés sont les boîtes de distribution où ils volent les fils et certains volent les fils de cuivre et les huiles des transformateurs. Tous ces éléments sont précieux, mais lorsqu'ils sont volés, ils ne peuvent profiter qu'à l'individu au lieu d'être utilisés pour le bien commun de tous. Nous nous sommes fixés comme objectif d'offrir de l'électricité à tous les Rwandais. Mais le processus est maintenant ralenti par des actes criminels tels que le vol des câbles électriques et autres équipements qui facilitent les services de distribution. En travaillant ensemble, nous pouvons lutter contre de tels actes irresponsables. Ces appareils électriques ont été saisis suite à des inspections menées par la police, REG et RICA, et l'opération se poursuit. Les personnes appréhendées n'auraient pas pu expliquer l'origine des équipements et certains articles ne répondaient pas aux normes de les contrôles de qualité, la protection des consommateurs et la concurrence dans les affaires, a une fois de plus mis en garde les commerçants qui vendent ce type d'équipements sans documentation appropriée, soulignant que toutes les réglementations régissant ce commerce sont en place. wasangaga mu maduka amwe n'amwe ugasanga umucuruzi afite insinga cyangwa ibyo bikoresho bindi bifasha. Je conseille fortement aux commerçants
de s'assurer que leurs transactions commerciales respectent les règles, les politiques et les directives opérationnelles établies. Ces directives sont faciles à suivre. Le message de la police nationale est très clair. Elle ne tolérera en aucune manière que quiconque vole ou permette à certaines personnes impliquées dans le commerce illégal d'équipements électriques d'échapper à la loi, car les pertes causées au pays sont énormes et les impacts des pénuries électriques ont des conséquences sur la sécurité nationale. La sécurité nationale est une chose importante. Nous connaissons les conséquences sur la sécurité dans les régions où sévisse l'obscurité parce que quelques mauvais personnages profitent pour détruire des infrastructures publiques pour leurs propres gains égoïstes. J'appelle le public à travailler collectivement avec nous pour mettre fin à ces vices et que cet effort soit collectif. L'ensemble des équipements électriques saisis est évalué à 153 millions de francs rwandais. Cela comprend 295 mètres de fils électriques, 445 disjoncteurs et d'autres articles, REG affirmant que ces activités entravent les efforts visant à fournir de l'électricité aux Rwandais à un taux de 100%. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au revoir. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous de l'actualité d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je vous souhaite de passer une excellente suite des programmes de la télévision rwandaise. Vous étiez avec moi, Michel Ladokunda. Au plaisir de vous retrouver prochainement pour un autre programme.